Bonjour à toutes et à tous, ressources budget E2I, technologie des composants. On poursuit notre découverte des condensateurs et maintenant on va s'intéresser aux condensateurs en vrai. Jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est un condensateur qui était parfait. Évidemment, le condensateur, comme tous les composants, il possède des imperfections. D'ailleurs, on a vu dans la toute première vidéo que des condensateurs, il en existait de plein de technologies différentes. Forcément, s'il y a des technologies différentes, ce n'est pas uniquement pour des questions de tenue en tension ou de valeur maximale de capacité, c'est également parce que certains ont des avantages sur d'autres, et réciproquement. Donc là, je vous propose de commencer par l'étude de l'impédance du condensateur. Alors l'impédance d'un condensateur, on l'a vu dans la vidéo précédente, on l'avait noté Z, c'est une impédance qui est complexe, et moi ici je vais m'intéresser uniquement au module de cette impédance. On laisse de côté le déphasage. On imagine un essai où on vient mettre une tension sinusoïdale aux bornes du condensateur, de valeur crête U, et on va mesurer un courant crête sinusoïdal dans le condensateur de I crête. La valeur donc du module de l'impédance complexe du condensateur, ce sera U crête sur I crête. Donc la manipulation est facile à faire. On fixe la fréquence, la pulsation, c'est pareil, et on mesure U crête et I crête et on obtient le module de Z. On va effectuer l'application numérique pour deux valeurs de la fréquence. Une première valeur avec Z égale 1 kHz, avec F égale 1 kHz. Et si on calcule le module de l'impédance du condensateur pour 1 kHz, en remplaçant ici F et C par leurs valeurs respectives, je prends une capacité ici de 100 nanofarad, je vais obtenir 1,59 kΩ. Alors c'est 1,59 kΩ, on voit qu'ici on a 1 kΩ. Attention, on est sur une échelle logarithmique, ça veut dire que la prochaine division ici, c'est 2 kΩ. Bien, donc à 1 kHz, 1,59, on se trouve à peu près par ici. Ce qui nous fait un premier point. Ensuite, on calcule pour 10 MHz. Pour 10 MHz, j'obtiens 159 milliohms. Alors 100 milliohms, c'est ici. On aura 200 milliohms ici. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués aux échelles logarithmiques, ici j'aurai 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 milliohms, donc 1 ohm. On retombe bien sur nos pieds sur ce qui correspond à la prochaine décade. Bien, alors 159, c'est par ici. Là, on est à 10 MHz, donc on est par là. Voilà, ça nous fait un deuxième point. Alors, il se trouve que ces caractéristiques-là, en échelle log-log, c'est une droite. Alors, petite explication pour ceux qui ne voient pas immédiatement que c'est une droite. On va considérer ici un premier axe que je vais noter Y égale log de Z. Effectivement, Y, c'est une échelle qui est linéaire, puisque si je calcule log de Z, regardez par exemple ici, log de 10, ça donne 1. Hop, 1. Log de 1, ça donne 0. Log de 0,1, ça donne moins 1. Log de 0,01, c'est moins 2. On voit bien que Y est une échelle linéaire, ce qui correspond à une échelle cartésienne. Ici, même idée avec la fréquence. X égale log de F. Et quand je procède comme ça, c'est pareil. Si je veux numéroter l'axe suivant X, log de 1 kg, log de 1000, c'est 3. Log de 10 000, c'est 4. Log de 100 000, c'est 5. Ça numérote les décades en fait de la fréquence, ce X. Bien. Maintenant, on s'intéresse à Y. Et Y, on a vu que c'était log de Z, c'est-à-dire log de 1 sur 2πfc. Alors ce log-là, c'est log de 1 moins log de 2πfc. Ok. Log de 1, c'est 0. Il me reste donc du moins log de 2πfc. Alors il s'agit du log d'un produit, ce qui donne du log de 2πc moins log de f.
Et ça, on le reconnaît, c'est X. Ce qui me fait un moins X0, moins X. Alors, log de 2πc, c'est une constante. C'est pour ça que je la note X0 ici. Et moins log de f, bien, on avait posé tout à l'heure X égale log de f. Et là, ce que j'obtiens, c'est donc dans cette caractéristique cartésienne en xy, j'obtiens y égale moins x0 moins x. C'est bien une droite. Bon, c'était intéressant à démontrer parce que je crois qu'il y en a un certain nombre qui ont du mal à visualiser ça. Bien, alors voilà la caractéristique, donc, en fonction de la fréquence, de l'impédance de notre condensateur. Vous pouvez noter que plus la fréquence est élevée, plus l'impédance du condensateur est faible. Ça veut dire qu'à très haute fréquence, mon condensateur, il se comporte comme un court-circuit. Inversement, lorsque les fréquences sont très basses, l'impédance est très élevée et le condensateur se comporte comme un circuit ouvert. L'impédance, vous pouvez la voir un petit peu comme la résistance. Si elle est très grande, on isole et par conséquent, ça se comporte comme un interrupteur ouvert lorsqu'elle est très grande. Alors poursuivons maintenant. Et maintenant, on fait apparaître la caractéristique d'un condensateur réel, ici un verse électronique, donc de type MLCC. Vous savez, ce sont ces petits composants CMS. Donc c'est du X7R. Ça, c'est le diélectrique qui est utilisé. Donc c'est un céramique. 100 nanofarad, on a gardé la même valeur évidemment, avec une tenue en tension maximale de 16 volts. Le boîtier, c'est du 0805. La caractéristique a été tracée avec l'outil de verse électronique. Vous pouvez vous rendre sur le site pour pouvoir voir à quoi ça correspond. Et ici, on a la référence constructeur du condensateur. Donc si je regarde un petit peu l'évolution de l'impédance de ce condensateur réel, voilà ce que j'obtiens. Alors sur une première partie, on peut dire que c'est relativement fidèle à ce qu'on a pour notre composant. Ensuite, il va y avoir souci. Alors donc, dans la première partie, on vient de dire que c'était fidèle. Je peux considérer que sur cette première partie, mon condensateur se comporte effectivement comme un condensateur de 100 nanofarad. Et maintenant, là, on fait apparaître une fréquence particulière, FR de 27 MHz, à partir de laquelle il y a un souci. Effectivement, on voit apparaître un phénomène de résonance. Et si vous avez déjà vu ce qu'était un circuit RLC, là, ça doit commencer à vous faire penser à quelque chose. Effectivement, ici, à la résonance, la réactance du condensateur va s'annuler et le condensateur ne sera plus qu'une résistance. Et par la suite, on a quelque chose qui est une droite, mais cette fois-ci montante. Et ça, c'est ce qu'on obtient pour une inductance. Alors, je viens ici de placer ce qui correspond à peu près donc, à l'inductance équivalente du condensateur dans cette zone-là. Donc un comportement qui est un comportement inductif sur cette partie-là, ça veut dire qu'à partir de 27 MHz, mon composant se comporte maintenant comme une inductance. Vous vous rendez compte, on a un condensateur dont le comportement à partir d'une certaine fréquence n'est plus celui du tout d'un condensateur, mais du composant dual qui est l'inductance. Donc globalement, tout ça, c'est le comportement d'un circuit de type RS-LS-C série, où RS est la résistance équivalente série de notre condensateur, LS est l'inductance série du condensateur, donc ce sont des composants vraiment parasites dans ce condensateur. Alors, la fréquence de résonance FR, elle se calcule à partir de LS et de C, avec la relation donc FR égale 1 sur 2 pi racine de LSC. Et lorsqu'on effectue ce calcul, puisque on a mesuré FR ici, au moment où on a le creux de la caractéristique, puisqu'on connaît la valeur de C, on peut en déduire la valeur de LS, qui est de l'ordre ici de 47 picohenry. La documentation donne 380 pour celui-ci. On est un petit peu au-delà de ce qu'on estime à partir de la caractéristique. Ensuite, ici, à cet endroit-là, la réactance s'annule. Ça veut dire en fait que l'impédance de l'ensemble LS et C s'annule. Alors ça, on le verra dans une vidéo plus spécifique sur le circuit
RSLSC, qui est un circuit vraiment important à connaître. Et par conséquent, si l'impédance de ces deux éléments s'annule à la fréquence FR, il ne reste plus que RS sur l'ensemble, et on a donc ici une résistance pour cette partie-là. Cette résistance, on l'évalue ici à 17 milliohms, ce qui est petit pour ce type de condensateur qui permet d'obtenir justement une faible résistance série. Donc là-dedans, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très importants à avoir remarqué. C'est le fait qu'à partir d'une certaine fréquence, le comportement n'est plus celui d'un condensateur. C'est la valeur de l'inductance correspondante. Petite parce que c'est un composant de type céramique ici, mais on verra que ça se dégrade considérablement pour d'autres composants. Et surtout, ce qui va se dégrader énormément pour certains types de condensateurs, c'est la résistance série que vous voyez apparaître ici. Ici, elle est faible, mais on a un condensateur qui n'est que de 100 nanofarad. Alors là, je vous propose de voir un petit peu ce qu'on peut obtenir avec d'autres types de condensateurs. Ces technologies, on les a brièvement aperçues dans la toute première vidéo. Et par exemple, si on s'intéresse à un condensateur de type film polypropylène, alors ce sont tous des 10 microfarads que j'ai pris ici. Alors ce condensateur film, il supporte des tensions importantes. On ne fabrique pas des condensateurs film à vraiment basse tension. Alors sa caractéristique, c'est la caractéristique en vert. Alors attention, il y a deux caractéristiques. Celle qui nous intéresse pour l'impédance, c'est celle-ci. On peut voir que la fréquence à partir de laquelle le condensateur ne se comporte plus comme un condensateur mais comme une inductance, eh bien, elle est relativement basse par rapport aux autres éléments disponibles. Ensuite, il y a un élément qui est la résistance, mais on reverra la résistance des condensateurs, l'évolution de cette résistance en fonction de la fréquence dans une autre vidéo parce que c'est une caractéristique très importante également. Donc moi, je ne m'intéresse ici donc qu'à l'impédance. Alors on va effectuer un clic dessus pour aller directement sur le site du fabricant. Hop. Voilà. Donc en allant directement sur le site du fabricant, on retrouve les caractéristiques que je vous montrais tout à l'heure. Alors pour obtenir le lien, pardon, vous ne l'avez pas. Pour obtenir le lien, je vous recommande de vous inscrire sur le site geo2i.fr. Là, vous aurez accès aux cours sur les condensateurs et donc vous aurez également accès aux différents liens qui sont utiles. Et même par la suite, vous aurez également accès à des modèles de simulation avec les fichiers LT-Spice pour pouvoir effectuer les simulations. Donc on poursuit les autres condensateurs. Alors là, voilà, ils apparaissent plutôt ici. Donc les autres condensateurs disponibles, là on vient de voir le condensateur film, celui qui est le plus médiocre en termes de réponse en fréquence. On va maintenant aller voir un condensateur de type Tantal. Alors le condensateur Tantal, c'est donc un condensateur au Tantal de 10 microfarads, 16 volts. Voici la caractéristique qu'on obtient. Bien, alors au niveau de la résistance série, par rapport à ce qu'on vient de voir sur le condensateur film, c'est très mauvais. En plus de cela, au niveau du comportement en fréquence, alors il faut imaginer un petit peu la tangente ici. Bon, on a quelque chose qui va être un petit peu mieux que ce que l'on a avec donc, le condensateur de type film. Donc ça, c'est pour le Tantal. Ensuite, autre représentant en termes de condensateur, ici, un condensateur de type aluminium polymère. Donc aluminium polymère, je peux vous montrer à quoi ça correspond. Aluminium polymère, c'est ce type de condensateur-là. Voilà. Donc ce condensateur de type aluminium polymère, il nous permet d'avoir une caractéristique comme celle-ci, où on voit que la réponse en fréquence permet d'avoir un comportement relativement propre assez longtemps. Et d'ailleurs, quand on fait maintenant la comparaison avec le condensateur céramique, on obtient quelque chose qui est relativement proche finalement au niveau du comportement en fréquence, avec une inductance qui est un peu plus élevée quand même pour
le condensateur de type polymère par rapport à ce qu'on a avec le condensateur céramique ici. Plus la caractéristique ici va vers le bas, et plus l'inductance série est faible. Bien, alors quand je regarde donc maintenant ici la résistance série, lorsque on s'intéresse donc au condensateur de type céramique, eh bien on voit que c'est celui qui a la résistance série qui est la plus faible, je dirais, dans cette partie-là de la caractéristique. On verra en réalité que sur les basses fréquences, le comportement est différent et que certains condensateurs ont finalement des résistances série plus faibles dans la partie basse fréquence. Donc comme quoi, ce n'est pas si simple que ça. Donc, en tout cas, en termes de comportement en fréquence, celui qui a les meilleures caractéristiques ici, c'est donc le condensateur de type céramique. Alors on pourrait se dire, pourquoi on ne met pas des céramiques partout ? D'abord parce que les céramiques, c'est limité en valeur. À une centaine de microfarad, c'est déjà énorme pour un céramique. Une des raisons principales, c'est le fait que ces céramiques peuvent être cassants. C'est-à-dire que le simple fait de les souder peut amener une déformation mécanique qui va provoquer une rupture au niveau du diélectrique. Étant donné que c'est un céramique, c'est quelque chose de solide, et ça peut tout à fait casser. Et c'est d'ailleurs une des causes de problèmes de fiabilité au niveau de ces condensateurs MLCC céramiques. Donc, pour des toutes petites valeurs, on a affaire à des tout petits composants pour lesquels ça limite considérablement le risque d'avoir ce phénomène de crack au niveau de la structure. Alors, on revient à notre diaporama. Et donc, on va poursuivre et s'intéresser au modèle. Le modèle du condensateur, on l'a vu ici, ça peut être un modèle de type RS, LS, C, série, avec une résistance parasite série, une inductance parasite série. Alors je dis parasite parce que ce sont des éléments qui ne sont pas souhaités. Et enfin la capacité, celle qu'on souhaitait au départ. On peut également prendre en compte les fuites de courant. Certains modèles réalisent la prise en compte des fuites de courant comme ceci. Certains modèles prennent en compte la résistance de fuite de courant complètement en parallèle de l'ensemble du modèle. Donc ça, c'est la résistance de fuite. Ça correspond au fait que la capacité se décharge toute seule dans le temps. Effectivement, si vous mettez une capacité chargée, que vous la laissez dans le vide, il arrive un moment où elle sera complètement déchargée. C'est la résistance parallèle RP qui est en cause. Alors, elle est très élevée, cette résistance parallèle. Mais il n'empêche qu'elle finit par avoir une intervention. D'autres modèles possibles, c'est un autre modèle qui, ici, va permettre de prendre en compte les paramètres d'absorption du diélectrique. C'est-à-dire que le diélectrique, lui-même, il a ce qu'on appelle un phénomène d'absorption qui met en jeu une résistance en série avec une capacité. Et ça correspond à un certain type d'effet mémoire de certains condensateurs. Alors c'est un défaut qui est très important à prendre en compte. Dans des applications, on veut par exemple mémoriser une valeur de tension à un instant T avec un condensateur. Par exemple, ce qu'on met en place quand on utilise un condensateur dans un système d'échantillonnage. À ce moment-là, dans le système d'échantillonnage, à un instant T, on vient prélever la tension sur un signal. On souhaite que le condensateur garde cette valeur de tension et en réalité, il y a l'effet mémoire de la tension précédente qui va apparaître et qui va perturber la mesure. Donc ce paramètre d'absorption du diélectrique, c'est un paramètre à prendre en compte si vous choisissez un condensateur pour une application comme ça. Enfin, il y a le modèle de Kemet. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure en termes de caractéristiques, c'est ce qu'on obtient sur le site de Kemet, qui est un fabricant de condensateurs. Le modèle proposé, on peut le voir apparaître très facilement ici en cliquant sur Spice Model. Voilà. Et pour chaque fréquence, vous pouvez voir ici dans cette zone-là que l'on voit apparaître les éléments du modèle.
Alors, vous pouvez noter que certains éléments changent très peu en fonction de la fréquence. Alors, très peu. Par exemple, l'inductance L1, elle change globalement très peu. Alors, il y a une zone vraiment particulière où elle change, mais pas pour le reste. Alors, ces différents paramètres, à quoi correspondent-ils? Bon, d'abord, pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit. Donc, je suis revenu là où je ne voulais pas. Donc, ici, pour LS-RS-C, ça correspond typiquement au modèle RS-LSC série que l'on a déjà vu. Ensuite, il y a ici l'absorption du diélectrique, c'est quelque chose qu'on a vu également. Vous pouvez remarquer que Kemet place la résistance de fuite complètement en parallèle de l'ensemble. Et enfin, ici on trouve une inductance L1. Alors moi, j'ai supposé que cette inductance correspondait à l'inductance série de connexion, c'est-à-dire les broches de connexion du condensateur. Et c'est à peu près validé par le fait que si on regarde l'évolution de cette inductance, elle bouge globalement très peu en fréquence, juste vraiment à la fréquence RLC. Donc moi, je pense que ça vient de ça. En plus, elle est très faible, ce qui peut globalement correspondre aux broches de connexion. Mais bon, si parmi ceux qui suivent la vidéo, il y en a parmi vous qui ont une explication différente, je suis intéressé. Vous pouvez la donner dans les commentaires. Voilà, dans cette vidéo, on a vu qu'en fonction de la technologie du condensateur, on avait un comportement en fréquence qui pouvait être très différent. Alors ce comportement en fréquence, tout de suite, c'est pas simple à appréhender, mais par la suite, on va faire des simulations et en particulier, on va simuler l'importance de ce comportement en fréquence dans des applications de type découplage. Vous savez, ces condensateurs qu'on vient mettre en parallèle sur l'alimentation pour protéger des perturbations certains composants. Ou également pour faire en sorte d'avoir une petite quantité d'énergie à fournir aux composants numériques, par exemple, lorsqu'ils sont dans des phases de commutation. Donc quand on va faire cette étude du découplage, on verra quelle est l'incidence de la réponse en fréquence du condensateur, de l'impédance en fonction de la fréquence du condensateur. Ça nous permettra de voir quel est le condensateur le plus pertinent à choisir, et également quelle est la valeur à choisir, etc. Donc ça, ce sont des choses importantes à connaître pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc quelque chose, comme je vous le disais, de vraiment important. Pour les liens qui sont liés donc à cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur ge2i.fr. Ça vous permettra également d'avoir affaire à des exercices pour vous auto-évaluer en électronique. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.